Je laisse la parole à Mohamed d'Alstom qui va nous partager un retour au terrain sur les premières mises en œuvre de ChatGPT en contexte entreprise. 15 minutes. Ok, ça marche. Bonsoir à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit rex sur l'usage de certaines technologies qui sont devenues aujourd'hui très trend, notamment la Generative AI et pas que, et notamment OpenAI Services et pas que. Alors, j'ai mis chat entre parenthèses. Bon, pour les spécialistes, ils ont compris le message. Donc, en gros, ce qu'on est utilisant dans un contexte industriel à Alstom, c'est le GPT, et pas le chat GPT, qui est un applicatif qui utilise le moteur GPT derrière. Et donc, nous les avons plugués sur notre application, une application que nous avons développée maintenant depuis 3 ans. Donc, en gros, nous avons la voiture, nous avons le moteur, nous avons tout ce qui va avec, et nous avons rajouté un turbo, qui est le GPT, et pas pas d'utilisation systématique de GPT pour tous les use cases. Alors, notre objectif en tant qu'industriel est de transformer notre business avec l'intelligence artificielle, entre autres, pour améliorer l'exécution. Alors, lorsqu'on dit améliorer l'exécution, c'est améliorer la qualité de nos livrables, livrer right first time, avec un meilleur coût, et surtout respecter les délais. Donc, c'est ça notre objectif en tant qu'industriel. Donc, j'ai envie de dire, chaque euro dépensé, moi je crois que depuis ce matin, on n'a pas entendu beaucoup le mot euro. Donc, chaque euro dépensé, il faudrait montrer ou démontrer le retour sur investissement. Donc, on ne fait pas de joujou, on ne fait pas de choses qui ne servent pas vraiment à améliorer notre exécution. D'accord? Donc, c'est très important. Il y a des choses que nous pouvons faire, comme les chatbots, par exemple. Ça améliore l'échange entre les collaborateurs. On peut avoir accès à l'information rapidement, mais ce n'est pas ça qui va me faire un retour sur investissement massif. Moi, je gère des milliers de projets dans le monde avec des millions d'heures d'ingénierie, et mon objectif, c'est d'optimiser ces heures d'ingénierie. Donc, comme je l'ai introduit tout à l'heure, iSense, Intelligent Services and Engineering Suite, est une suite de services intelligents, truffés de nouvelles technologies, d'IA et pas que, qui se divise en plusieurs modules. Donc, module 1 et 2 qui servent à gérer de manière très smart les requirement management, la traçabilité des spécifications, la façon de valider, de vérifier et d'assurer la sécurité. Ensuite, nous avons les modules 3 et 4, qui sont plutôt des rooms de right first time, donc faire de la vérification automatique, la validation automatique, génération de tests, etc. Donc, nous utilisons toutes les couches d'intelligence artificielle, machine learning classique, apprentissage en profondeur, deep learning, et aussi la Generative AI récemment. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le Hype Cycle de Gartner. Et on voit bien que la Generative AI fait partie des tendances du moment, mais avec une particularité ici, que cette Generative AI va arriver à maturité après 5 ans. Donc aujourd'hui, nous faisons des expérimentations. L'utiliser à l'échelle avec un retour sur investissement prouvé, il faudrait attendre un petit peu. Donc toute la question aujourd'hui, c'est comment projeter cette nouvelle technologie, sur des use cases réels, industriels, pour apporter de la valeur. Là est le nerf de la guerre. Et pour ce faire, nous avons besoin de gens qui ont une double casquette, qui connaissent la technologie et qui connaissent la réalité du terrain et la réalité de l'industrie pour pouvoir se projeter. Et ça, c'est très important. Je ne vais pas aller dans les détails. Donc, vous voyez ici les nouvelles tendances dans le modèle, dans le rail. Les trains autonomes à 17%,
Internet of Things, l'intelligence artificielle à 12%. Et nous avons aussi tout ce qui est lié à la big data et analytics à 6%. Donc, si on fait le calcul, c'est une très, très grosse proportion, d'où les investissements massifs que nous sommes en train de mener à Alstom dans le digital et dans les... Vous voyez ici que c'est une technologie de disruption et pas simplement une continuité, parce que lorsqu'on passe de 30%, de 2% à 30% des messages de marketing sortant des grandes organisations qui seront générés de manière synthétique, c'est-à-dire assistés par des bots, là, c'est une vraie disruption, ce n'est pas une continuité. Et donc, il faut se préparer pour rester compétitif. Bon, je pense que ça a été introduit depuis ce matin. Je vais passer très rapidement. Donc, ChatGPT, on connaît ce que c'est. Le collègue juste avant, il a fait une très bonne présentation, donc il a expliqué ce qui était derrière. Et donc, il faut savoir juste que c'est un applicatif. Au niveau industriel, on s'intéresse au modèle qui est derrière et pas à ChatGPT en tant que tel. Nous savons très bien que nous manipulons des données massives et des données qui relèvent de nos clients directs, des données industrielles où il y a le secret industriel. Et donc, il faudrait savoir manipuler ces données dans un environnement privé. Donc, on ne travaille pas avec ChatGPT, on travaille avec GPT installé, provisionné dans un environnement Azure privé. Donc, GPT-4, nous visons aujourd'hui GPT 3.5 Turbo et le GPT-4 aussi pour certaines applications. Là, il faudrait savoir que la question du coût est très importante. Donc, ça dépend du use case. Si mon ingénieur il vient me proposer une application avec GPT-4 qui est 20 fois plus cher que le GPT 3.5, ça dépend du cas d'usage. Si le retour sur investissement est très important, je prends 1 million, je rentabilise 10 millions, pourquoi pas? Donc, tout est question de use case. Par contre, s'il s'agit d'une utilisation à l'échelle avec un retour sur investissement qui n'est pas prouvé, je ne peux pas approuver ce projet. Donc, ce n'est pas vraiment la pratique elle-même ou l'exemple lui-même, mais c'est le use case avec son business case derrière. Donc, pour l'instant, nous avons 3.5 et 4, mais nous ne les utilisons pas pour les mêmes use cases. Donc, dans notre architecture fonctionnelle, il y a des moments où on fait appel à 3.5, parfois on fait appel à GPT-4 et parfois on fait appel à des modèles, d'autres modèles qui sont open source que nous utilisons. Alors, ce que vous voyez ici, c'est notre chat GPT à nous, donc qui est développé directement dans l'application iSense. Donc, vous voyez ici, il y a énormément de fonctions de recherche cognitive, de recherche sémantique, expert search. Donc, par exemple, dans une boîte de 100 000 personnes, j'aimerais bien savoir quels sont les experts en alarme ATS pour la supervision des trains. Et donc là, avec cet outil-là, nous pouvons extraire top 10 et de les contacter directement pour un échange direct avec nos experts. Il y a cette notion qui est très, très importante, la notion d'ontologie. Alors, la notion d'ontologie, dans une taxinomie, on s'intéresse aux termes, leur signification, et dans une ontologie, on s'intéresse aux concepts et aux relations qui sont entre ces concepts. Par exemple, le système CBTC, qui est le système ferroviaire moderne de communication par radio, il y a la notion d'Automatic Train Controller. L'acronyme, c'est ATC, qui se décompose en ATO, Automatic Train Operator, et en ATP, pour la protection, ainsi de suite. Et donc, ces concepts-là, si on les trouve dans une taxinomie, ils seront avec des descriptions. Dans une ontologie, ils seront liés entre eux. Et donc, ce réseau énormissime dans l'ontologie que nous avons construite à Alstom, je dirais il y a à peu près 80 000 à peu près connexions entre ces concepts, ça permettrait d'éduquer tous les modèles de machine learning qui sont derrière et de leur donner encore une nouvelle, de leur faire gagner encore 10% d'accuracy. Si je fais 100 l'ontologie, pour certaines prédictions, j'atteins 80%, 85%. Avec l'ontologie, je monte jusqu'à 95%. D'accord? Et donc, derrière, il faut savoir que derrière, dans les données sont plus ou moins structurées, mais il y a beaucoup de variabilité. J'ai des
des ingénieurs qui appellent un Automatic Train Supervision Supervising System, System of Supervision, le système de supervision dans plusieurs langues, et dans la même langue, plein de variants. Et on ne connaît pas les liens entre ces concepts. Donc, on donne à cette ontologie ce qu'on appelle le Product Breakdown Structure, l'Activity Breakdown Structure, les rôles, et plein de concepts et leurs relations. Et donc, ça permettrait aussi à bien éduquer le modèle de prédiction. Donc là, c'est un exemple de chatbot. Il y a ce service-là, et derrière ce service-là, il y a un modèle open source qui permet d'analyser un texte, de lire un texte et de générer des couples de questions-réponses. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Encore une fois, en tant qu'industriel, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ça, c'est du nice to have. Mais le must have, c'est que derrière, je vais injecter ces couples de questions-réponses dans un autre modèle qui va être inséré dans mon modèle fine-tuné pour que mes prédictions, mes classifications soient intéressantes. Et quand je génère automatiquement de la spécification, j'aurai une bonne accuracy. Voilà. Celui-là est implémenté avec le modèle GPT 3.5. Donc, je donne un texte de loi, un texte technique, et ça me permettrait de le résumer en quelques lignes. Et encore une fois, c'est du nice to have. Le use case derrière, c'est quoi? Est-ce que je le fais juste pour que mes ingénieurs, pour les feignants d'entre eux, se retrouvent avec un petit résumé au lieu de lire 10 pages? C'est pas ça ce que je veux. Mais ce que je veux, c'est que quand je reçois un RFP, un contrat, lorsque mon compétiteur est en train de staffer son équipe de tender pour analyser ce RFP, eh ben moi, j'ai déjà une idée sur les risques, les non-conformités, les gaps par rapport à mes produits. Et donc, je fais ces résumés-là. Et derrière, je les donne à un autre modèle pour extraire automatiquement les quantités, les mesures, les standards. C'est ça ce qui est le plus important. Et généralement, dans les contrats, les non-conformités et les gaps se cachent derrière tout ce qui est mesurable. Hein. Par exemple, le temps de réponse doit être de 12 millisecondes. Et notre produit, tel quel, est fait en 14 millisecondes. Donc, c'est une non-conformité. Donc, il faut aller droit vers le but. Voilà, donc ça, c'est le résumé. Et le use case derrière, c'est qu'on injecte un document tel quel, de contrat, on analyse et on sort avec une matrice de quantité, de mesures, les standards, etc. Alors ça, c'est un exemple de génération de code d'une fonction récursive qui génère les nombres Fibonacci. Bon, c'est très classique. Donc, vous voyez ici, ça se génère automatiquement. Et aujourd'hui, on utilise surtout de la génération de code avec Codex pour améliorer nos requêtes SQL. Nous avions un problème de performance dans certaines fonctions. Donc, on a utilisé Codex pour pouvoir améliorer nos fonctions. Alors ça, c'est très important. Vous savez que la qualité des exigences, la qualité d'écriture des specs est très, très importante pour la réussite d'un projet. On parle de 37% à 40% des facteurs de dégradation et d'échec des projets dus à une mauvaise qualité des exigences. On écrit une mauvaise exigence interprétable en passive voice. Ça veut dire quoi en passive voice? Ça veut dire qu'on dit le train doit être arrêté en cas de survitesse. Il y a deux implémenteurs derrière. Il y en a un qui implémente le fait que le train est arrêté automatiquement en cas de survitesse, et le deuxième, c'est peut-être le driver, le chauffeur, le conducteur. Et donc, le fait que l'exigence elle-même est écrite en passive voice, ça génère une interprétation. Donc, l'implémentation va partir en déviation, les validations derrière, pareil, etc. Et donc, la meilleure forme d'écriture d'une exigence, c'est le driver, l'automatic train controller doit arrêter le train en cas de survitesse. Donc, ça s'appelle les règles d'autoring des exigences. Il y a INCOSI, ici, International Council for System Engineering, qui ont écrit 41 règles pour écrire une bonne exigence. Donc, nous avons automatisé à peu près 26 parmi ces règles-là. Ça, c'est avec nos modèles de développement, il n'y a rien à voir avec OpenAI. Mais on a utilisé le GPT-4 et le 3.5 aussi pour rephraser
réécrire les exigences. Ce que vous voyez ici en rouge, c'est la qualité des exigences écrites par les experts d'Alstom. Et ce que vous voyez en vert, c'est la qualité de ces mêmes exigences après les avoir réécrites avec GPT 3.5. Et il y a un autre graphe que je n'ai pas mis ici, c'est avec le bleu qui est encore supérieur, avec la réécriture avec GPT 4. Donc on n'est pas... pardon. Donc du coup, ce que je suis en train de dire ici, une spécification qui est écrite right first time, elle sera implémentée très très bien dès le premier coup, testée très très bien dès le premier coup. Et donc, le projet a de fortes chances d'être réussi et d'avoir une meilleure marge de profitabilité. En dehors de cette initiative, nous avons fait des études aussi de recherche de corrélation entre la notion de profitabilité des projets et la qualité des exigences. Et ben ça a été vachement corrélé. Donc, c'est un point très important et c'est un use case que vous pouvez réessayer dans vos industries respectives. Autre chose, je vais passer rapidement sur ça, il n'y a plus le temps. Donc le codex, comme je viens de le dire, ça permettrait donc de générer du code, d'analyser le code qui est généré ou de compléter le code. C'est très important ici, on parle d'un copilotage. Déjà, l'application s'appelle copilote, hein. Il y a codex et copilote. Le copilotage, ça veut dire qu'il y a le pilote. C'est le pilote, c'est qui? C'est le développeur lui-même. Et donc, ce n'est pas le code lui-même. Alors, la question sur est-ce que Codex peut générer un software qui conduit le train? La réponse est non. Il peut assister les développeurs à aller rapidement dans la tâche de codage. Donc là, il y a une vidéo juste pour dire comment ça marche, mais vous pouvez trouver ça sur le net sans problème. Donc là, on commence à programmer, on donne le contexte, on continue par un prompt et le code est injecté directement, on relit, on vérifie et on passe. On va devoir s'arrêter là, Mohamed, ouais. un petit peu juste au niveau du temps. Oui. Si vous avez des questions pour Mohamed, n'hésitez pas à la pause, à aller le voir. Avec plaisir. Et regarder un petit peu les visuels. Exactement, générés par Dolly. Voilà, merci.